Bienvenue dans Sagesse Kamite, l'espace où l'Afrique parle d'elle-même avec sa profondeur, sa mémoire et sa grandeur. Aujourd'hui, nous ouvrons un chapitre majeur de notre histoire, celui des Bantous, l'une des plus vastes et anciennes familles humaines du continent africain. Bien avant les royaumes, bien avant les frontières, avant même les noms qui définissent nos identités actuelles, il existait un mouvement, une énergie, une expansion humaine qui allait façonner le destin de toute l'Afrique centrale. Ce mouvement, c'était l'épopée bantoue. Les Bantous, ce sont les premiers habitants de cette vaste région qui s'étend du Cameroun à l'Angola, du Gabon jusqu'au Grand Lac. Des hommes et des femmes, maîtres de l'agriculture, de la métallurgie, de la forêt et de l'organisation communautaire. Un peuple dont les migrations, étalées sur des millénaires, vont engendrer une mosaïque de cultures, de langues et de traditions encore vivantes aujourd'hui. Et parmi cette grande mouvance, une lignée particulière se détache, la famille Ekambeti Boulou. Depuis les rives anciennes, ces peuples franchissent la Sanaga, s'installent dans la région qui deviendra plus tard la Léké, donnent naissance aux Etones, aux Ewondo, puis à toute une constellation de communautés liées par une même mémoire, une même langue, une même vision du monde. Comprendre l'origine des Bantous, c'est donc comprendre d'où nous venons, comment les peuples se sont constitués, comment les territoires se sont formés, comment les identités que nous portons aujourd'hui ont émergé. Dans cette émission, nous allons revenir aux sources, explorer les itinéraires migratoires, analyser les structures sociales, décrypter les héritages culturels et surtout nous réapproprier une histoire trop souvent racontée par d'autres. Pour ce voyage, j'ai l'honneur d'accueillir le jeune frère Bélibi. Il est anthropologue, jeune chercheur passionné, héritier et artisan du savoir, qui nous guidera à travers la profondeur scientifique et la richesse culturelle de cette épopée. Installez-vous donc confortablement, madame, monsieur, chers téléspectateurs. Sagesse Kamite, c'est maintenant et juste après la bande qui annonce Kemet Reconnexion 2026, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais recevoir le jeune frère Bélibi. A tout de suite. Ils ont traversé les mers pour répondre à l'appel des ancêtres. En 2024, ils ont foulé la terre-mère. En 2025, ils ont renoué avec la flamme de la connaissance. Et en 2026, la reconnexion s'annonce encore plus grande, plus profonde, plus vibrante. Du 28 février au 10 mars 2026, Kemet Reconnexion revient au Cameroun, le cœur battant de l'Afrique éternelle. Viens recevoir le baptême Kamite, première clé de ton réveil spirituel. Découvre les mystères du Fa, initie-toi à la sagesse du Mbok et laisse l'Afrique réveiller la divinité qui sommeille en toi. L'Afrique t'appelle, le temps du retour est venu. Pour toute participation, Kemet Reconnexion 2026, le rendez-vous du retour sacré. Kemet Télévision éveille la conscience, éclaire la voie et reconnecte les âmes du monde à la source originelle. Bien, retour sur le plateau, accueilli mon jeune frère, le frère Bélibi, qui est anthropologue. Bienvenue à toi sur le plateau de Kemet Télévision. Merci, monsieur Yamsi, merci beaucoup. Je salue respectueusement ce matin nos panélistes, le panéliste que vous êtes en face de moi, nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je dis une fois de plus bienvenue dans Kemet Télévision au cœur de la Renaissance africaine. Installez-vous confortablement pour le dépouillement du peuple bantou. Je vous remercie. Voilà, c'est un plaisir de t'accueillir pour la toute première fois sur Kemet Télévision. Nous allons parler des Bantous, nous allons parler des différentes migrations et nous allons surtout parler des peuples Béti et Kan au Cameroun. Alors, la première question est celle de savoir qu'entend-on exactement par Bantou et comment ce terme s'est-il imposé dans la recherche anthropologique? Ok, merci. Le peuple bantou
vient des langues bantoues elles-mêmes. Il faut qu'on le dise d'abord d'entrée de jeu. Et puis, bantou, dans ces langues bantou vient de bantou. Bantou, voilà, vient de bantou, qui signifie peuple ou des personnes. Ça, c'est ce qui dérive du mot bantou. Maintenant, la singularité du mot bantou, au pluriel, sa singularité, c'est muntu. Voilà, c'est muntu, qui signifie une personne, c'est-à-dire dans sa singularité. Alors, le préfixe a donc donné au pluriel ba, le ba, qui est utilisé dans bantou pour signifier une grande communauté, un grand peuple. Voilà. Et puis, ce peuple a longtemps existé en Afrique de l'Ouest, au sud-est du Nigeria, et puis au nord-ouest du Cameroun, plus précisément en Afrique centrale. Ça, c'est ce qui est de l'origine des peuples bantous. Mais avec le temps, il y aura donc évolution du peuple, avec un certain nombre de tentatives de guerre, et la naissance même des royaumes, comme je vais vous parler du royaume du Kanem Bornou, installé au Tchad. Oui. Et il y a également le grand royaume du Bas-Congo. Le Bas-Congo qui, à un moment donné, s'est disloqué en deux Congos. Congo avec K à cette époque. Le grand Congo avec K en cette époque. Voilà. Et vous allez même voir qu'au fil du temps, avec les migrations bantoues, parties de l'Afrique centrale pour occuper la Grande Afrique, ceux-là sont partis du côté de l'Afrique du Sud, l'Afrique australe et tant d'autres. Et du côté du Congo, vous allez voir que ces migrations vont aider à ce que le Kanem Bornou atteigne son apogée. Donc ce passage-là, le passage de ces peuples bantous pour arriver, pour migrer vers le Grand Congo, pour s'installer vers le Grand Congo, là, va permettre que le Kanem Bornou atteigne son apogée, je crois, si j'ai bonne mémoire, au 6e siècle. Au 6e siècle. Donc voilà ce qui est d'entrée de jeu du peuple bantou. D'accord. Quelles sont les théories les plus solides justement concernant le berceau originel de ces peuples bantous en Afrique? Parce que lorsqu'on parle d'Afrique centrale, il ne s'agit pas du découpage géographique de 6 pays que nous avons aujourd'hui, mais c'était la grande Afrique centrale constituée de l'Angola, du Burundi, de la Tanzanie, nommément aujourd'hui. Il faut d'abord qu'on admette que les théories sont des ingrédients scientifiques, c'est-à-dire qui permettent de donner un sens ou une signification à l'explication d'un fait scientifique. Bon, singularisant cela avec la démonstration du peuple bantou, il faut qu'on le dise, qu'il y a eu la civilisation bantou, pour mieux l'expliquer, pour mieux le comprendre, pour mieux la comprendre autant pour moi. Il y a tellement de théories. Il y a tellement de théories. Si je prends par exemple le cas de l'indigénat, vous allez voir que j'invite toujours lorsque je décris les peuples africains, surtout les grands royaumes, les royaumes noirs des grands lacs. Voilà, j'aime toujours parler du mbondilisme, l'un de mes grands enseignants à l'université, le mbondilisme. Donc on peut décrire les bantous à travers le mbondilisme. Parce que dans le mbondilisme, le professeur Mbondji Djengele. Il a déjà toute une science à lui. Toute une science à lui, toute une théorie. Toute une théorie. Alors, le mbondilisme, le professeur veut mettre en évidence un tout complexe des cultures et traditions dans l'Afrique noire. Donc, il va même au-delà de la simple connaissance scientifique basique. Voilà, pour montrer qu'il y a tellement de cultures. Les Bantous ont tellement de cultures que lui-même, il n'arrive même plus à expliquer. Il n'arrive plus à expliquer parce que
pour définir les données culturelles, socio-culturelles, traditionnelles en Afrique noire, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Parce que les cultures sont très Parce vastes. que les cultures sont très vastes. Maintenant, en dépit de ça, on peut également expliquer la culture bantou avec le structuro-fonctionnalisme. Structuro-fonctionnalisme, c'est-à-dire qui met en évidence, dans un premier temps, les structures et comment ces structures fonctionnent. Comment ces structures fonctionnent. Également, en dehors de ce structuro-fonctionnalisme, il y a également l'évolutionnisme. On ne peut pas mettre à côté, on ne peut pas dissocier de l'explication des peuples bantous. L'évolutionnisme met en exergue un système évolutif des bantous. Ça veut dire que les bantous sont partis de la situation A à la situation B, de la situation B à la situation C, et ainsi de suite, jusqu'à nos jours. C'est ce que le professeur Bondi appelle le mécanisme binaire. Mécanisme binaire. Voilà, le mécanisme binaire, ça dit on part d'une situation, la situation A provoque la situation B, de B à C, de B et à ainsi C, de suite. et ainsi de suite. Donc, les Bantous, à travers cette théorie d'évolutionnisme, cette théorie nous montre comment les Bantous sont partis de la situation A. Voilà, c'est-à-dire de l'an 500, où le discours était déjà un peu plus compréhensif. Voilà, donc de l'année 500 jusqu'à nos jours. Ça, c'est l'évolutionnisme. Même si les Occidentaux sont venus, bon, ça, c'est des critiques acerbes que moi je porte souvent à leur endroit. Oui, même s'ils sont venus en traçant cet évolutionnisme de façon un peu plus barbare, parce qu'ils considèrent l'Afrique de barbarie, de sauvagerie. Mais bon, ça, c'est aussi un pan qui leur est propre. Voilà, qui leur est propre à la description des peuples d'Afrique, et plus précisément d'Afrique noire. Mais pour nous, anthropologues, que nous sommes chercheurs, nous comprenons à un moment donné que l'Afrique, comme tout le monde en général, a évolué comme les autres peuples. Et plus précisément, l'Afrique noire dont nous parlons des Bantous aujourd'hui, tous ces peuples ont eu presque un même canevas évolutif. C'est-à-dire, les Bantous ont eu leur canevas évolutif, tout comme vous allez voir, par exemple, les Nambikwara ont eu leur canevas évolutif, les aborigènes de Salé ont eu leur canevas évolutif, mais cela n'est pas d'autant plus à dire que le canevas Bantou a été primitif ou a été barbare. Exactement. Ou a été de la sauvagerie. Je dis non à cette description des peuples bantous. Donc, voilà. Et maintenant aussi, à côté de cette théorie évolutionniste, il y a également la théorie du fonctionnalisme. La théorie du fonctionnalisme, c'est-à-dire comment fonctionnaient les peuples bantous des grands lacs. Voilà, c'est-à-dire le peuple bantou était organisé. Le peuple bantou était bien organisé. Voilà. C'était toute une civilisation. C'était toute une civilisation qui avait ses us et ses coutumes. Qui avait ses us et coutumes. Et une grande organisation, tant sur le plan politique, économique, social et tant d'autres. Voilà. J'irai même un peu en profondeur le cas spécial du Cameroun. Vous allez voir les Bantous installés au Cameroun, vous allez voir que le groupe Bantou installé au Cameroun se présente sous deux formes. Voilà. Il y a d'un côté la forme des Grassfield et de l'autre côté la forme des Fang Beti Boulou. Et vous allez voir que chez les Fang Beti Boulou, c'est une société égalitaire. C'est une société égalitaire où à la tête de chaque famille se trouve un chef de famille, mais qui n'a pas tellement d'autonomie sur les autres. Voilà. La justice est fondée sur la raison
Voilà, la justice est fondée sur la raison et la légitimité des choses même. Exactement. Voilà, la compréhension, le degré de signification, d'explication des choses est compris sur la rationalité, la raison. Exactement. Voilà. Et de l'autre côté, vous allez voir la société étatique qui est organisée en stratification sociale. C'est-à-dire, à la tête se trouve un chef qui est encadré de tous les pouvoirs. Oui, et à la tête de ce chef est porté ce que Paul Abouna appelle dans sa description le couvre-chef. Voilà, le couvre-chef, ça dit le chef a un masque, une étiquette qui est reconnue par toute la société. Et vous allez voir cette société, ça dit le roi est là, le sous-roi et tant d'autres, jusqu'aux soldats, les garants de tradition, de pouvoir et tant d'autres. Donc voilà un peu comment était organisée la société bantou dans son fonctionnement. Donc j'ai fait allusion à la théorie du fonctionnalisme. Donc c'est un peu ça. D'accord. Quels facteurs sociaux, climatiques ou techniques ont justement déclenché les grandes migrations bantoues à travers l'Afrique centrale? Ok. Vous savez que, Monsieur Yamsi... Tout à l'heure, tu as commencé par parler de quelques guerres. C'est vrai qu'on ne peut pas appeler ça guerre dans le sens propre. Voilà, c'était juste des luttes de califat. Voilà, justement. Donc, je dirais que les facteurs sociaux climatiques ou techniques qui ont provoqué les grandes migrations. Les grandes migrations, parce que j'étais disant tout à l'heure que il n'y a jamais de fumée sans feu. Voilà. Les Bantous installés dans leur milieu des naissances ont eu un problème d'acclimatisation pour se déployer dans d'autres territoires. Alors, le problème d'acclimatation était du fait que il y a tellement eu des sécheresses abusives. Voilà, c'est-à-dire, si la saison de nos jours, la saison sèche de nos jours est d'une durée de 3 mois, bon, la petite période là, la période des migrations là, les saisons étaient un peu plus étendues. Voilà, c'est-à-dire, si la pluie était mise en exergue, la pluie pouvait faire même 1 an, 2 ans. Et puis, ça a créé un cadre qui n'était pas pittoresque qui n'était pas favorable pour la vie, voilà, pour l'organisation sociale. Et puis aussi, eux qui étaient des grands agriculteurs, il fallait nourrir les familles avec le produit de l'agriculture. Voilà, et vous voyez, pendant la saison sèche, ces Bantous ne pouvaient plus... C'était d'ailleurs le seul moyen par lequel on se nourrissait, voilà, l'agriculture. Voilà, merci. L'agriculture, donc, la saison sèche, ils étaient en pénurie de denrées alimentaires à cause de cette sécheresse. Voilà comment ils ont commencé à réfléchir, comment on peut parler à ce problème. Et ils ont atteint à une vérité, c'est-à-dire à une réflexion de partir de ces milieux, peut-être à la recherche des points d'eau, des oasis, puisque c'était des zones savaneuses. Voilà, et lorsque la savane était aride, était sèche, il fallait partir de là. Voilà ce qui va déclencher pour la première fois les déplacements. Les déplacements des peuples bantous pour partir. C'est comme par exemple on voit ici au Cameroun avec les peuples du septentrion. Voilà, on voit les pasteurs nomades à la recherche du pâturage parce qu'ils n'ont plus de points d'eau et tout. Maintenant les troupeaux ne peuvent pas résister à cette pénurie. Ils sont obligés de se déplacer à des centaines de kilomètres. C'est pour ça qu'on les retrouve à la fois au centre, voilà, à l'ouest, au littoral, et se confondent justement dans les populations autochtones. Voilà. Vous voyez ici, on ne peut pas dire tous ceux qui sortent là-bas, ils sont généralement connus sur l'appellation Aoussa. Aoussa, on n'est plus à mesure de dire que ça c'est un tout pourri, ça c'est un tel, ça c'est un bororo. Tel. Un bororo, voilà. Et d'ailleurs, qui étaient des très grands pasteurs. Justement. Voilà, les bororo. Donc, vous voyez un peu comment ces peuples bantous ont commencé dans le mouvement migratoire. Donc, le facteur principal, c'était
Le facteur climatique. Le facteur climatique, voilà, très bien. Le facteur climatique a fait en sorte que les Bantous partent de leur milieu naturel pour se déployer dans d'autres territoires à la recherche des meilleures conditions de vie, si on peut l'exprimer comme ça. Voilà. D'accord. Maintenant, pour sortir avec les Bantous, en quoi est-ce que les migrations Bantous ont-elles façonné la diversité culturelle et linguistique que l'on observe aujourd'hui dans notre région? Voilà, la diversité, vous avez dit? En quoi les migrations, justement, Bantous ont-elles façonné la diversité culturelle et linguistique, n'est-ce pas, que l'on observe aujourd'hui? Voilà, merci. À propos de cette diversité culturelle, vous allez voir que constater, c'est un constat, que les migrations bantoues, suite à leur emplacement, voilà, l'emplacement des peuples bantous dans les milieux nouvellement retrouvés à leur installation, ont favorisé une pléthore de langues. Parce que lorsqu'ils partaient, ils avaient leur langue bantou. Maintenant, cette langue bantou, à travers des installations dans des foyers, les différents foyers de migration, on fait naître beaucoup de langues. Vous allez voir, par exemple, je prends toujours le cas du Cameroun. Vous allez voir qu'il y a eu ce qu'on appelle les langues bâties. Voilà, les langues bâties. Et en se disloquant également au Cameroun, le bâti s'est ramolli en nati. Voilà. Et maintenant, en nati, avec tout leur peuple, en nati, vous allez voir que Lati a fait naître d'un côté la langue Etone, de l'autre côté la langue Ewondo, la langue Benu, la langue Ntumu, que tous les femmes voilà, parlent aujourd'hui. Et ceux qui sont allés du côté du Congo, vous allez voir le Lingala, et du côté du Rwanda, Burundi, voilà, avec le Swahili. Voilà. En Afrique du Sud, vous allez voir le Kuba qu'il parle, et c'est comme ça que ces migrations ont fait disloquer, les populations en se disloquant ont eu à créer des langues pour se singulariser, pour se particulariser. C'est-à-dire que bon, voilà, moi je suis un Bantou du Cameroun, moi je parle le bâti. Voilà, dans ce bâti, il y a les Hondo, je parle les Hondo, je parle le Benu, je parle les Tone. Et puis moi du Congo, le Bantou du Congo, fallait pour pas tant d'autres. Vous allez voir, il parle le Lingala. L'artiste. Voilà, il parle le Lingala qu'ils enseignent même dans leurs écoles. Peut-être c'est le Cameroun qui est encore en retard sur ce fait éducationnel. Donc vous allez voir, c'est comme ça. D'accord. Maintenant, pour venir sur le plan spécifique du Cameroun, parlant de Bantou, quels éléments permettent d'identifier le peuple Béti comme une branche spécifique justement de la grande famille Bantou? Avons-nous les éléments qui permettent de spécifier ou alors d'identifier le peuple Béti? Voilà, le peuple Béti s'identifie d'abord en aval par son ancêtre commun. Voilà, par son ancêtre commun qui est Béti Benanga. Voilà. Béti Benanga. Béti Benanga. C'est le nom de l'ancêtre. L'ancêtre de tous les femmes Béti. Boulou également. Boulou également. Voilà, Béti Benanga engendra une descendante de 7 enfants. Voilà. Et puis parmi ces 7 enfants, nous citons Etone Béti, nous citons Kolo Béti, nous citons Boulou Béti, qui est d'ailleurs la seule fille. Voilà. Nous citons Fang Béti. Ça fait 4. Ça fait 4. Nous citons, j'ai cité Kol Béti, Fang Béti, Ewondo Béti, très bien, Ewondo Béti, Bene Béti.
Voilà. Vous voyez, voilà donc les 7 enfants qu'il va pérenniser. Maintenant, parmi les 7 enfants qu'il va pérenniser, il y a son fils descendant, qui s'appelait Wonkode Nobodo, qui va céder le passage à ses confrères sur le fleuve Sanaga. La Sanaga qui est communément connue sur la langue Ati comme le Yom. Il va donc traverser La Sanaga. la Sanaga. Qui est ce grand cours d'eau là? Ne s'appelait pas Sanaga. Ne s'appelait pas Sanaga. Bon, ça c'est des appellations occidentales venues pendant la colonisation, pendant l'étape de la colonisation, la balkanisation de l'Afrique, pour rendre audible l'appellation de la rivière selon l'Académie française. Ok. Donc, pour revenir dans le vif du sujet, j'ai démontré que ces peuples, en traversant le fleuve, venus sur la côte du Nil, le Soudan, l'Éthiopie, voilà, ils vont arriver sur la rive de la Sanaga, l'Oyom, en Nati, voilà, ils vont traverser sur le dos d'un serpent. Justement, comment la traversée se fait? Parce qu'il n'y avait pas de pont à cette époque. Comment est-ce que, selon la légende, c'était sur le dos d'un serpent? Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que la traversée s'est passée justement de ces peuples-là? C'est une histoire très légendaire, monsieur Yamsi. C'est une histoire très légendaire et très complexe même à la compréhension. Il faut que les bêtis écoutent bien leur histoire, hein? Les bêtis là, écoutez bien votre histoire. Complexe à la compréhension. Alors, lorsque le peuple cherchait, comme on disait tout à l'heure, avec la sécheresse qu'ils subissaient là où ils étaient, alors ils vont chercher un point de faille pour se déplacer. Arriver donc sur la rive du Yom, cela a pris des siècles. Ça, c'était le papa et ses enfants et toute la grande famille qui le suivait. Voilà. Il va donc arriver sur le Yom, le fleuve qu'on appelle Sanaga aujourd'hui. Ils vont passer près de 5 siècles sur la rive. Ils ne savaient comment faire pour traverser. Voilà. Un jour, le fils aîné de Petit Bonanga, il s'en va contempler les eaux. Il se rend compte qu'il y a une ruche d'arbres qui était noyée dans l'eau. Et puis, il va essayer lui-même. C'est-à-dire, il faut qu'on le décrive comme ça, là, de façon terre à terre, comme les gars disent au quartier. Donc, il va arriver, il va essayer de tenter de s'accoster sur le tronc d'arbre. Sur le tronc d'arbre. En fait, le présumé tronc d'arbre. Il va se rendre compte qu'il ne se noie pas. Pendant qu'il ne se noie pas, ça suscite sa curiosité. Voilà, il va donc faire retour, appeler son peuple. Que j'ai vu quelque chose, on peut essayer de traverser à travers ce tronc d'arbre. Voilà. Voilà donc comment il va canaliser son peuple, le peuple sur ce tronc d'arbre. Et maintenant, à l'époque, il n'y avait pas, en cette époque, il n'y avait pas d'électricité. Voilà, on s'électrifiait de façon traditionnelle, c'est-à-dire des sortes de flambeaux traditionnels que le Fang Beti appelle Ngwe. Donc le Fang Beti appelle ces flambeaux Ngwe. Voilà. Vous allez donc voir. Ils avaient donc ces sortes de ngwe qui étaient allumés pour leur clarifier le chemin. Voilà. Pendant donc le tronc d'arbre circulait dans l'eau, naviguait dans l'eau, le tronc d'arbre naviguait dans l'eau pour sortir de l'autre rive auquel nous vivons ici aujourd'hui. Voilà. Arrivé donc vers la rive, vous voyez donc que pendant que les étincelles de feu tombaient sur le tronc d'arbre fléchissait. Et c'est comme ça que les peuples
les peuples Fang, d'autres peuples Fang Beti Boulou restaient. D'autres peuples Beti Benanga, c'est même ce que je voulais dire, les peuples Beti Benanga restaient. C'est-à-dire, lorsque l'étincelle du feu tombait sur le tronc fléchissait. C'est-à-dire, ça bougeait. Voilà. Ce qui était symbole d'un animal qui sentait le feu. C'est-à-dire, ce feu tombait sur le corps de l'animal. Et l'animal qui se sentait brûlé essayait de se défendre. Oui, puisque la légende raconte que plus tard, ils se sont rendus compte effectivement que c'était un serpent qu'ils étaient accostés. Voilà. Vous voyez donc, c'est comme ça donc que certains peuples, vous allez voir comme les peuples Manguissa, ils sont restés du côté de la traversée suite à cette inflammation du feu sur le tronc. Et ils sont restés. Dans l'autre rive. Voilà, quand le serpent fléchissait, vous voyez là où il a fléchi, là, les gens tombaient et c'était un peuple. Un peuple Beti Benanga qui restait. Voilà. Vous allez donc voir, les Manguissa sont tombés. Beaucoup de peuples comme les Yalongo. Les Yalongo sont restés. Voilà. Maintenant donc, voilà donc les peuples Fang Beti qui vont donc traverser. Voilà. Et le père géniteur à cette traversée va les nommer, va les appeler sur le nomastique de Mbwargoyom. Mbwargoyom, c'est-à-dire la boue de la Sanaga. C'est-à-dire après avoir traversé. Après avoir traversé, ils vont d'abord s'installer. Juste après. Et il a donné un nom. Il a donné le nom de Mbwargoyom. Voilà, parce que Qui veut dire la boue? La boue, qui veut dire ça, dire la rive de la Sanaga. D'accord. Vous savez, après chaque rivière, chaque fleuve, il y a d'abord, ça arrive, il y a la boue, il y a une certaine sorte de marécage. Voilà, il va donc nommer son peuple de Mbwargoyom. Ça m'écoeure souvent lorsque je suis certains discours dans les conférences qui parlent du peuple Fang Beti ou alors des Beti Benanga, lorsque certains patriarches, certains garants de la tradition Beti Benanga ne maîtrisent pas ces appellations. C'est là où j'ai compris que parfois la casquette en fonction de l'âge n'est pas synonyme de connaissance. Exactement. Voilà. Il y a beaucoup d'usurpateurs justement parmi ces chefs traditionnels autres qu'on a aujourd'hui là. Voilà. Donc, lorsque, étant donc Mbwargoyom, il est content, soucieux de voir son peuple évoluer dans ce milieu. Voilà, cette installation a aussi pris, je crois, presque un siècle. Oui. Ils se sont établis juste après la traversée. Ils n'ont pas continué tout de suite. D'accord. Voilà. Après, lorsqu'ils voulaient donc, parce que vous savez que le Beti Benanga d'origine avait, je ne sais pas si c'était un défaut, si c'est bon. Bref, c'était l'ordre du fonctionnalisme de leur société. C'est comme ça qu'ils fonctionnaient. C'est-à-dire que s'ils étaient installés à un endroit et qu'ils ont perdu l'un de leurs membres, ils quittaient tout de suite l'endroit. C'est-à-dire cet endroit-là ne leur est plus propice de vivre. Ça devenait comme un endroit maudit. Voilà. Donc, ils partaient de ces milieux. Alors, ils ont perdu. Il y a donc eu un mouvement de telle sorte, de ce genre. Il fallait donc partir du milieu. Alors, et ils ne pouvaient plus rentrer. Il fallait seulement avancer. Voilà, il fallait seulement avancer. Rentrer était encore tout un mystère qui pouvait parce qu'il fallait encore traverser l'eau. Voilà, traverser de l'eau. Voilà. À l'organisation donc du mouvement rémigratoire, voilà. Il se trouve donc qu'il y avait un rhinocéros sur le passage. Voilà. Comment faire donc pour faire passer le peuple qui est à la recherche de nouvelles terres? Voilà.
Donc, trouver ça dans ces rhinocéros dont je parlais. Le courageux Nobodo, c'est-à-dire son nom, c'est Owonkode. Owonkode. Il va donc chercher les moyens pour faire passer son peuple. Et ces moyens n'étaient donc pas adéquats. Ce n'était pas facile parce que le rhinocéros était tellement féroce. Voilà. Il va donc étudier cet animal féroce qui... et son constat après a été du fait que à une certaine heure, l'animal trouvait du sommeil. L'animal trouvait du sommeil. Et après ce sommeil, il a tendu un piège. Il a tendu un piège. Et lorsqu'il se réveillait au petit matin, il a trouvé l'animal. Le piège a pris l'animal. Le rhinocéros en question. Voilà. C'est comme ça donc qu'il va donc faire passer le peuple, puisque l'animal est accroché sur le piège. Il était en position d'infaiblesse. C'est comme ça donc que le peuple Fang Beti Boulou va donc traverser. Voilà. Lorsqu'il traverse donc, il va donc prendre le pseudonyme de Nobodo, c'est-à-dire celui qui a cédé le passage. D'accord. Voilà, celui qui a cédé le passage. Donc voilà comment ils ont fait pour le peuple, les petits Benanga ont fait pour se retrouver ici à l'heure de cette grande mouvance. D'accord. Tu as parlé entre autres des étapes, leur installation depuis la Léké jusqu'aux zones qui deviennent plus tard Yaoundé, qui est la capitale du Cameroun aujourd'hui, qui appartient culturellement aux Ewondo. Alors, partant de la rive de la Sanaga jusqu'à Yaoundé, comment est-ce que les différentes installations se sont passées? Est-ce que chemin faisant, ils ont donc laissé d'autres peuples en route? Si oui, comment est-ce qu'on appelle ces peuples-là aujourd'hui et quelles sont les langues que ces peuples-là parlent jusqu'à arriver à Yaoundé? Et plus tard, on verra si, en arrivant à Yaoundé pour s'installer, n'y avait-il pas des peuples qui y vivaient? Et si oui, comment ça s'est passé? Donc, après l'obstacle du rhinocéros, comment est-ce que s'est passé la suite? Ok, Monsieur Yamsi, vous voyez que l'installation des peuples bantous arrivés jusqu'à Yaoundé, qui est considéré aujourd'hui comme la capitale politique, il faut qu'on le dise, il faut qu'on situe ces différentes étapes jusqu'à l'arrivée à Yaoundé ou tant d'autres régions auxquelles ces peuples sont installés. Alors, après cette traversée, les peuples Beti vont d'abord s'installer, comme je vous disais. Donc, après la traversée sur les eaux de la Sanaga, ils vont s'installer chez les Etones, à Ça. À ça? Voilà. Là, c'était les Fang Beti. Là, c'était les Fang Beti. Voilà, les Fang Beti, parce que vous avez circonscrit la problématique où on est arrivé à Yaoundé et ses environs. Ce qu'on parle le Grand Sud, Centre, Est. Voilà, donc, ils vont s'installer à ça. Voilà, d'où je vous parlais que le peuple Manguissa est resté. De l'autre côté du pont. De l'autre côté du pont. Voilà, maintenant, ils vont continuer l'aventure. Voilà, lorsqu'ils vont continuer l'aventure, ils vont s'installer pour une deuxième, là c'est une troisième fois. Parce qu'ils étaient d'abord sur la rive, sur le marécage. Et après, ils ont traversé. Voilà, ils ont traversé et puis ils se sont installés. À ça. Et après ça, ils se sont installés en Komtou. En Komtou. Cela a pris des siècles, hein, parce que chaque installation faisait allusion à des siècles avant le déplacement, le redéplacement. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui connaissent le Cameroun et notamment la zone géographique du centre et
particulièrement les femmes Betty, cette histoire est la vôtre. Donc c'est très important de suivre attentivement. Nous avons un jeune anthropologue qui a fait ces recherches-là, qui a fait ses travaux là-dessus, le jeune frère Bélibi, qui raconte l'histoire de Betty. À la prochaine émission, justement, on parlera des Grassfield parce qu'il a également étudié le peuple bamileke de fond en comble. Voilà, frère. Donc, oui. Une fois à ça, ils vont s'installer en Komtu. En Komtu. Voilà. Ils ont toujours eu une situation de décès d'un membre du groupe. Et donc, il était question de partir. Voilà. C'est à partir d'un Komtu que les détachements, les détachements des frères et sœurs vont commencer, comme je vous disais, que Boulou Betty était leur seule sœur. D'accord. Voilà, leur seule sœur. Vous allez donc voir que c'est à partir d'un Komtu que le peuple Ewondo va se détacher. Sont leurs ancêtres Evundunzie. Voilà, Evundunzie, qui à sa descendance sera ce qu'on appelle aujourd'hui Ewondo. Mais il devient Ewondo plus tard. Il devient Ewondo parce qu'ils étaient tous un peuple Fang. Ils étaient tous un peuple, voilà, c'est-à-dire un peuple intégral. Voilà. Fang Betty, Boulou. Voilà. Maintenant donc, cette dislocation à partir d'un Komtu va donc permettre à ce qu'ils se singularisent les ancêtres des uns et des autres. Et là, lorsqu'ils se singularisaient, il y avait donc des appartenances généalogiques ancestrales. Vous voyez? Voilà, des appartenances généalogiques ancestrales. Ce qui a fait de dire que tel est l'ancêtre de Evundunzie, plus tard Ewondo, est l'ancêtre des Ewondo. Evundunzie est l'ancêtre des Ewondo. Mbatok est l'ancêtre des Beneux. Boulou est l'ancêtre des Boulou. Vous voyez un peu, voilà. Ils vont donc se déployer à la recherche des... On va aller progressivement, c'est-à-dire le peuple qui est devenu plus tard un peuple Ewondo s'est détaché du grand peuple Fang. Du grand peuple Betty Boulou. Également les Beneux vont se détacher. Également. Voilà. Boulou va se détacher. Boulou va se détacher. Fang va se détacher. Eton va se détacher. Eton Betty. Voilà. Mvele Betty va se détacher les Mvele. Kol Betty va se détacher les Yebokol et Yezume autres. Voilà donc comment ils vont se déplacer à la recherche des terres. Voilà. Ils vont donc migrer dans des différents foyers. Voilà. Maintenant pour Yaoundé, Léondo. Parce que Komtu n'étant pas loin de Yaoundé, c'est quelques kilomètres. Voilà. Alors celui donc qui forme le peuple Ewondo plus tard s'appelle comment? Et il forme ce peuple-là où sur le plan géographique? Voilà. Donc je disais donc que l'ancêtre fondateur des Ewondo, c'est Evundunzie. D'accord. Donc c'est Evundunzie qui s'est détaché. De la grande famille. Voilà, de la grande famille. D'accord. Voilà. Evundunzie va donc se déplacer. C'est Evundunzie qui fonde donc Ewondo. Voilà. Pendant qu'il se détache donc, il trouve un mouvement guerrier qui s'est produit bien avant son installation, bien avant qu'il ait l'idée du contact de l'installation à Yaoundé. Voilà. Donc il y a donc eu ces guerres-là, la guerre est du fait que les Pygmées étaient les premiers occupants de Yaoundé. Voilà, les premiers occupants. Et puis c'est pour ça, vous voyez, les Pygmées on leur a un peu refusé l'appartenance au Fang Betty. Or, en réalité, c'est un peuple qui est ancré dans la culture Fang Betty Boulou. C'est une société égalitaire comme toute société Fang Betty Boulou. Puisqu'encore aujourd'hui, on trouve ces Pygmées-là
dans le centre, dans le centre, dans le sud, et même à l'est. Voilà, donc ils seront donc chassés avec les mouvements des Bassa, les mouvements des Bassa, et à la suite de... Pour qu'on se comprenne bien, ça veut dire que Ndié, avant d'arriver à Yaoundé, Yaoundé n'était pas vierge. Non, Yaoundé était déjà habité. Pas du tout, Yaoundé était habité Par par les les Pygmées qui étaient les premiers occupants de Yaoundé. D'accord. Parce qu'il faut que nos téléspectateurs comprennent ça mieux. Voilà. Yaoundé était bel et bien occupé par les Pygmées, qui étaient les premiers habitants. Et qui ne s'appelait pas Yaoundé à cette époque-là. Qui ne s'appelait pas Yaoundé. C'est-à-dire c'était un vaste territoire qui était habité par des hommes. Voilà, des hommes traditionnels, des hommes, c'est-à-dire des hommes qui étaient attachés à la terre. Qui étaient attachés à la terre, à la nature. Voilà. Donc, je veux même sans les confondre, les appeler des naturalistes. Voilà, des naturalistes. Et bien après, les Bassa sont venus avec leur mouvement de maquis, le premier maquis, bien avant celui de Hubert Poulou Oumniobe. Et les Bassa là donc sortent d'où? Est-ce qu'il y avait un autre chemin partant de Douala, passant par la Sanaga maritime et remonter jusqu'à Yaoundé? Sinon, ces Bassa là sortent d'où? Eux également étaient là avant les Ewondo? Ces Bassa-là étaient avant les Ewondo parce que vous savez que la traversée sur la Sanaga a connu beaucoup de mouvements. Je préférais même que nous allons segmenter. Voilà. Lorsque nous allons étudier les Grassfields, vous allez voir comment les Bassa aussi sont entrés. Vous allez voir comment les Bassa sont entrés. D'accord. Voilà. Donc... une fois donc le maquis, une fois donc le premier maquis de ces Bassa, voit le avant jour. celui de Oumniobe, voilà, ils vont chasser ces Pygmées parce que eux, à leur tour, ils étaient déjà un peu plus développés sur le plan de la réflexion. Voilà, ils ont chassé ces Pygmées qui étaient considérés comme les premiers primitifs, c'est-à-dire les hommes qui n'étaient qu'attachés à la nature. Les hommes qui ne vivaient que de la nature et qui ne pouvaient pas penser de façon extérieure. Voilà, c'est comme ça que les Bassa vont donc venir avec un peu de réflexion, un peu d'auto-création. Voilà, ils vont trouver des stratégies, des moyens pour leur chasser. Voilà, les Pygmées vont partir. Voilà. Les Pygmées vont partir, les Bassa vont donc s'installer à Yaoundé. Voilà. Maintenant, Evundou Ndié, fort de son courage au détachement migratoire du grand peuple, tout azimut des Fambeti Boulou. Voilà. Il va donc trouver pour seule terre propice Yaoundé, le territoire de Yaoundé. Voilà. Qui s'appelait Ngola. Hein, qui s'appelait... je ne veux même pas dire ça Ongola parce que Ongola devient à partir de l'installation des Ewondo. Voilà. Ongola devient... Parce que dire qui s'appelait déjà Ongola, c'est venir en contre-pied de ce que je dis, de ce que j'explique. Voilà. Donc vous voyez donc, il va donc s'installer de façon robuste. Voilà. Et les Bassa tenus à l'écart des tractations de ces Ewondo vont migrer du côté du littoral. Voilà, ils vont occuper... D'abord la Sanaga maritime, voilà, la Sanaga, Ezeka, Makak, Bodmakak. Oui, c'est ça, je voulais dire. Ils ont eu pour seul département, le département des Ezeka là. Voilà, ils vont s'installer là-bas et ce n'était même pas aussi facile pour qu'ils s'installent dans ce territoire. Ils vont continuer, les Bassa, les Douala qui étaient aussi minoritaires, voilà, du côté de Douala, ils vont continuer jusqu'à étouffer même le peuple Douala dans leur territoire. Voilà, parce qu'aujourd'hui, là, on a même l'impression de confondre les Douala de souche pure au Bassa.
et encore que les Bakoko. Voilà, donc ils vont dans les Ewondo, vont donc s'installer à... On peut comprendre pourquoi est-ce que le peuple Bassa se retrouve à la fois dans le Nyong-Kele, qui est dans la région du centre, et dans la Sanaga maritime, qui est dans la région du littoral. C'est simple, monsieur Yamsi, c'est les déploiements migratoires. Voilà, c'est simple. C'est les déploiements migratoires. C'est-à-dire, d'aucuns sont restés et d'autres sont partis. Maintenant, ceux qui ont trouvé bon vivre au centre sont restés. Ceux qui ont résisté. Et d'autres ne pouvant pas résister, on continue jusqu'à Douala. Et bon, je crois même que la quasi-totalité ont migré dans le littoral. La quasi-totalité de ces populations. Donc ça, c'était pour la petite anecdote des Bassa. Maintenant, pour les Yaoundé, les Ewondo, dans le territoire, lorsqu'ils vont arriver à Yaoundé, ils vont s'installer. Maintenant, il y a donc ce mouvement colonialiste, parce que là, on entre déjà dans l'ère de la colonisation. Voilà, les explorateurs qui venaient déjà explorer la zone du Cameroun pour de quelconques signatures et autres. Vous allez donc voir que dans les années 1880, voilà, il y a donc eu beaucoup de batailles sur ce qu'on appelle aujourd'hui le plateau à Temengue. Voilà, donc c'est devant ce plateau à Temengue. Je vous rassure que le plateau à Temengue là est sur les tombes des ancêtres Ewondo. Sur les tombes, suite aux batailles colonialistes, parce que il y a eu beaucoup de résistants à cet effet, beaucoup de résistants Ewondo. Voilà. Donc, suite donc à ces batailles, les Allemands sont entrés, les Français, les Allemands, et tout. Maintenant, au lendemain de la signature du traité Germano-Douala, qui a fait du Cameroun d'être un protectorat allemand, les Allemands, cela a donné l'autonomie d'accession, d'annexion du Cameroun par les Allemands. Voilà. Les premiers Allemands qui arrivaient donc pour construire, puisque le décret a donné accord à la création de la capitale du Cameroun, qui était visée, ciblée dans le territoire qui est connu aujourd'hui comme Yaoundé. Voilà. Ils vont donc arriver, ces Allemands vont arriver, à l'instar de Zenker, Tapembeck, voilà, et tant d'autres. Donc, lorsqu'ils sont donc arrivés à Yaoundé, le plateau à Temengue qui était là, fait des tombes des ancêtres Ewondo. Lui, il était encerclé. Alors, l'histoire révèle donc à l'arrivée de ces Allemands, vous savez que lorsque les Allemands arrivaient au Cameroun, ils entraient par les côtes. Voilà. La côte de Kribi, ils sont entrés par la côte de Kribi. Et c'est pour ça que je disais que l'histoire révèle que le mot Yaoundé, qui aujourd'hui a été prononcé pour la première fois par les Ngumba, comme les Allemands sont entrés pour la première fois à Kribi sur la côte, a été prononcé par les Ngumba, c'est-à-dire en Ngumba, ils ont dit Géondé. Géondé, ça dit J-E-W-O-N-D, Géondo. Voilà. Voilà. Les Allemands ont donc pris l'expression, c'est-à-dire pour nommer le territoire qui est connu actuellement comme Yaoundé. Ils ont pris l'expression Géondé. Maintenant, avec la phonétique qui ne leur était pas facile à la prononciation, le mot a pris l'ampleur. Ce mot a pris l'ampleur sous forme d'intrigue. Sous forme d'intrigue. Or, en réalité, parce qu'il faut qu'on le dise, aujourd'hui, l'Ewondo n'est pas connu comme une langue nationale, même si nous forçons de temps à autre avec la création de langues et cultures nationales dans les écoles supérieures. Donc, c'était comme une intrigue
C'est comme une intrigue pour ces Occidentaux qui considéraient les Bantous comme des singes, comme des animaux, voilà. Des sous-hommes, des primitifs, des barbares. Alors, le mot a donc évolué. Et or, en réalité, dans le dialecte Ewondo, le mot Ewondo signifie arachide. Le mot Ewondo signifie arachide. Lorsqu'ils arrivaient donc à leur installation à Yaoundé, ils ont trouvé, ça c'est l'histoire qui relate, hein, ils ont trouvé un fou Ewondo. C'est-à-dire qu'il balayait, c'est-à-dire qu'il avait pour seule passion de balayer. Un fou. Un fou. Cet enclos de ses ancêtres décédés, de ses défunts ancêtres. Voilà. Voilà donc les Blancs vont trouver ce fou devant cet enclos. Lorsque les Blancs étaient contemplés par mesure d'intrigue de voir un enclos, et puis avec des tombes, ils allaient pour contempler, pour filmer, pour envoyer à leurs arrière-pays. Voilà, les images et tant d'autres. Et puis le fou défendait à la mesure cet enclos tombal. Et puis le fou s'exprimait, c'est-à-dire s'exprimait en Ewondo. Temorana Bongola. Temorana Bongola, c'est-à-dire personne ne touche à l'enclos. Voilà. C'est comme Ngolewondo, que l'enclos où on a enterré mes ancêtres Ewondo. Voilà, le fou était donc lui. C'est peut-être quelque chose que lui faisait de façon, parce que vous savez, le fou est celui qui se croit naturel, sans réflexion. Voilà, tout seul, il est dans son monde. Donc c'est comme ça donc le mot a pris l'ampleur. Et maintenant, en créant donc la capitale, l'idée de création de la capitale, dont ils n'appelaient pas capitale, ils appelaient station. À l'époque, on ne parlait pas de capitale, mais des stations. On parlait des stations administratives. Voilà. L'allemand va donc dire que Yaoundé Station. Yaoundé Station. Voilà. Yaoundé Station, c'est-à-dire la capitale de Yaoundé. Voilà. Ça a donc continué, le mot a évolué jusqu'à un jour. Zenker a prononcé dans un discours, Yaoundé Station. Ça a évolué jusqu'à aujourd'hui. On a eu Yaoundé. Voilà. Donc, voilà à peu près comment les toponymies de la ville de Yaoundé, la toponymie de la ville de Yaoundé a évolué dans le temps et dans l'espace. Maintenant, une fois que Ndié s'est installé à Yaoundé, est-il définitivement resté à Yaoundé ou a-t-il évolué? Ça, ce n'est que lui, hein. On ne parle pas encore de Étonneur Betty, on ne parle pas encore de Boulou Betty et autres. On est sur le fondateur du peuple Ewondo. Voilà. Ndié Evundu Ndié. Evundu Ndié, voilà. Voilà. Lorsque Evundu Ndié s'installe à Yaoundé, il y a une forme de structuralisme. Voilà, ça c'est une théorie qui peut décrire à minuit l'installation de Evundu Ndié, qui fonda les Ewondo dans le territoire de Yaoundé. Alors, Evundu Ndié, lorsqu'il s'installe à Yaoundé, il va connaître une très large procréation, il va beaucoup se pérenniser. Son espèce va beaucoup se pérenniser. Cela a fait que vous voyez à Yaoundé aujourd'hui, vous voyez les Mvokatangbala, les Foudambala, les Mvokmbi qui va engendrer Mvokada et tout. Donc, il y a maintenant tellement une pléthore de sous-clans, des clans et des sous-clans à l'intérieur de la grande ethnie Ewondo. De la grande ethnie Ewondo. Maintenant, le territoire Yaoundé, nous pouvons donc pas porter tous ces clans et sous-clans qui sont même devenus aujourd'hui des clans, puisque un Mvokada épouse une Mvokmbi, alors qu'ils sont Mvokada descendants de Mvokmbi. C'est Mbi qui engendre
Ada. Donc c'est une sorte d'inceste. Voilà, c'est une sorte d'inceste bon, qui est bon, c'est déjà un peu plus banal puisque et ils ont essayé de balkaniser. Voilà, ils ont essayé de balkaniser cela. Ils peuvent se faire des mariages, mais à l'intérieur, il y a quand même des petites ramifications auxquelles ils s'appuient pour ne pas s'épouser. Voilà, en dépit de ça, ils se marient. Bien, pour revenir dans le sujet, cette pérennisation large de l'espèce, de la progéniture de Evundu Nzie, voilà, va donc les amener à une autre forme de migration. Une autre forme de migration à l'intérieur du Cameroun, à l'intérieur du territoire de Yaoundé et à l'intérieur même de la région, qui est connue aujourd'hui comme la région du centre. Voilà, et même du sud. Et même du sud. Vous voyez donc que à la région du centre, les Ewondo, vous allez trouver, vous allez au département de la Mofouakono, vous allez trouver ces Ewondo là-bas avec l'invoque Tsumbala. D'ailleurs, mon illustre professeur lui me bengatamba, c'est invoque Tsumbala. Gaston Elundu, le ministre de, voilà, c'est invoque Tsumbala, invoque Zou. Il est Zou, c'est un Ewondo, des grands garants de tradition. En leur socioculture, ils sont là installés là à Kono. Vous allez voir les Ewondo, ils sont un peu de partout. Même le ministre qui est de Tudjila, Etundjingwa. Voilà, Etundjingwa, c'est des Ewondo Philippe Bargamboa, même s'il est resté au cœur de la capitale. Voilà, c'est des illustrés Ewondo qui restent d'ailleurs des monuments de la culture et tradition des Ewondo. Donc c'est comme ça que les Ewondo se sont donc déployés dans d'autres territoires. Dans d'autres territoires, ils sont un peu de partout parce qu'ils ont pérennisé dans un ensemble très très large. Vous voyez un peu. Voilà. Ça a donc fait que ils partent de Yaoundé pour d'autres territoires. Ils sont en Longayat, du côté de Mbalmayo. Vous allez trouver les Ewondo, en Gomdjapé, partout ailleurs. Donc voilà donc comment Evundu Nzie s'est installé. Et puis voilà. Il a essayé, son ethnie a pu procréer et s'est déployé dans d'autres territoires en dépit du territoire de Yaoundé qui se sont installés à la base. Il y avait d'autres enfants de l'ancêtre Nanga. Il y avait, tu as parlé de Eton Beti, tu as parlé de Boulou Beti. Oui. Qu'en est-il de ces autres enfants? Parce que nous avons pris le cas de Evundu Nzie qui s'est installé à Yaoundé et a créé le peuple Ewondo qui également a eu des clans et des sous-clans plus tard. Bon, maintenant, qu'en est-il des autres enfants? Boulou Beti, Eton Beti, voilà. Bene Beti. Je prends par exemple le cas des Bene qui sont proches des Ewondo. Voilà, vous allez voir que Mbatsok, qui ce nom est connu généralement aujourd'hui sur le nomastique de Mbatsogo. Voilà, il va directement s'installer à Angona, en Kouabang. Voilà. Il va procréer à Mugubana, Nzuli, Nzimbi, Manga Mombo, Beling Mombo, qui était d'ailleurs d'une même mère. Voilà. Zambomolunou, c'est-à-dire les noms de derrière là étaient les noms des mères. Voilà. Zambomolunou, Zang Mongumu, Mbok Zang, et tout, voilà. Maintenant, pendant qu'il était donc en Gona, il va mourir. Il va mourir en Gona, non loin de quoi Bangla. Voilà, c'est comme ça que, comme ils avaient, c'était une culture légendaire pour eux. Lorsqu'un membre décédait à un endroit, il fallait partir. L'endroit n'était plus propice à la vie. Alors, ils vont donc partir, ils vont tenter de partir du milieu. Le petit frère qui était Manga Mombo, il va se décider que bon, moi je bouge pas d'ici. Je reste garder la tombe de mon faux papa parce qu'il était trop attaché à lui.
Or, en réalité, c'est lui qui était connu comme l'aîné des Beneux. Parce que son père, il était beaucoup plus attaché à son père. Alors, il y a eu des petites trahisons, comme vous le savez, un peu de partout, dans les sociétés secrètes. Et voilà, il y a eu un peu de trahison. C'est comme ça que son frère, Beling Mombo, Beling aujourd'hui, le père va donc consacrer ses pouvoirs d'aînesse sur lui. Bon, ils vont donc partir de ce milieu. Lorsqu'ils partent de ce milieu, voilà, Manga, Mombo qui va rester. C'est que vous voyez, Mvok Manga, Marc Vivien Foué, son Mvok Manga, voilà. Biteng là-bas et autres. Biteng là-bas, c'est des Mvok Manga parce qu'il a gagné ce territoire qui était le territoire d'origine d'installation de son feu papa. Voilà. Beling Mombo va venir, il va s'installer à Kundengui. Il va gagner le territoire à l'intérieur des Ewondo. C'est-à-dire, Evundu, la descendance d'Evundu va aussi comprendre que c'est aussi un cousin. Voilà, il faut leur céder les terres. Voilà, c'était d'ailleurs des faits jadis socio-culturels, traditionnels des sociocultures Beti, parce que nous, le Beti est d'un sens humaniste. Voilà, d'un sens humaniste, le partage au sens large. Voilà, donc, il a gagné ce territoire. Maintenant, Manze va s'installer en Sazomo. En Sazomo, donc le ministre Mbarga Modoué, il est au territoire d'origine ancestrale Manze. Voilà, il va s'installer là, il va occuper un Komo, à Ouaescalier, Monti, voilà, et Nkulu, Carrière, voilà, jusqu'au Djalaba. Il va occuper ce territoire, Manze, ça c'est Manze là-bas. Et maintenant, les autres frères continuent la bataille. Voilà, à Mugubana, après que Manze s'est installé en Sazomo, Monti et autres, à Mugubana va trouver ce territoire, va gagner ce territoire. Donc, je fais... tu fais partie. Je fais partie également la chaîne Kémi Télévision, chers téléspectateurs, voilà, la chaîne Kémi Télévision est située chez l'Invoramouk, à l'origine de l'installation d'Invoramouk. Donc voilà, c'est comme ça donc que lui il a continué. Il va donc, à son passage dans ce territoire, il va trouver un territoire non loin d'ici. Voilà, c'est là-bas d'ailleurs que je réside. Voilà, pour ceux qui connaissent, chers téléspectateurs, là où l'Université catholique d'Afrique centrale est installée, voilà, la faculté des sciences de la médecine, donc en ce lieu, en Louis-Voué. Il va donc voir, il sera, c'est-à-dire, motivé par la terre noire, par une terre qui va considérer des terres noires. Il va nommer Jindisi. Jindisi, voilà, la terre noire. Voilà, il vient d'ici, là, c'est la terre noire. Il va se dire que, ok, ça c'est mon territoire. Moi, je peux m'installer ici pour tendre mes pièges, pour nourrir ma famille. Et pour, donc, l'agriculture me sera rentable ici. Voilà, il va donc s'installer. Ses frères vont continuer. Son frère Owunzuli va continuer juste après l'église, pour ceux qui connaissent la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Nkongwa Tom. Voilà, pour vous, je sais que parmi vous, chers téléspectateurs, il y a des chercheurs. Comme moi, je vous invite, lorsque vous arrivez à la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Nkongwa Tom, vous allez voir, il y a un manguier juste à côté, près du dispensaire, dispensaire de Saint-Jean-Marie Vianney de Nkongwa Tom. Il y a un manguier là. Ça, c'est la limite d'Invoramouk avec l'Invoro Wunzuli. Wunzuli va donc s'installer. Il va s'installer jusqu'à une limite où Zangmongoumou va également s'installer là. C'est en allant vers un fou. Voilà, Zangmongoumou va s'installer là. Et bien avant l'installation même,
après l'installation d'Invoramour, j'allais un peu plus vite. Voilà, il y a un embranchement là, à gauche, quand vous allez en Fou, avant d'arriver à la mission catholique de Toum. Voilà. Cette route-là... Et même la mission catholique là partout, vraiment. Voilà. Cet embranchement-là continue jusqu'à l'usine de gravier, qui est qui ressort du côté de Mvogmangan Kwabang. Voilà, l'usine de gravier. C'est installé là-bas, Nzimbi, à Essabak. Nzimbi. Voilà, Nzimbi. Lorsque nous allons beaucoup travailler, je vais vous présenter la carte. Peut-être avec ces cartes, on va mieux situer les téléspectateurs. Donc, Nzimbi va donc s'installer à Essabak. Vous voyez? Voilà. Maintenant, Mvogo va donc s'installer près de l'église de l'église catholique de Toum. Et il va aller à un certain niveau, il va aussi céder l'installation à son frère Zang Mungumu, Mvogo Zang. Voilà, les Mvogo Zang vont donc continuer jusqu'à Mfou. Jusqu'à Mfou. Et maintenant, à partir d'Mfou, là, juste à l'arrivée d'Mfou, c'est l'Mvogo Zang, le lycée classique d'Mfou. C'est l'Mvogo Zang et ses environs dans la forêt. Voilà, vous savez qu'ils sont installés au Gouton. Il y a aussi des hameaux. Voilà, il y a des hameaux. Et maintenant, les Mvogo vont reprendre à nouveau toute la ville d'Mfou. Toute la ville d'Mfou et quelques hameaux, quelques embranchements. Voilà. Le frère Noum Kabra, dont nous avons Mvogo Noum aujourd'hui. Voilà. Moi, ma modeste fiancée Mvogo Noum. Voilà, donc, Mvogo Noum va donc continuer du côté du lycée bilingue. Voilà, il va s'installer donc là-bas, menant vers l'embranchement de l'aéroport. Voilà, c'est là où les Mvogo Noum vont s'installer. Et maintenant, continuant de l'embranchement gauche pour aller du côté d'Union, pour sortir au Nyon et So. Oignon et Somme, tête et autres. Voilà. C'est installé au niveau de Nkilzok. Voilà, ce que la bulle Torah a parlé dans les seigneurs de la forêt, là, nommé ce territoire, on commis Sangan. C'est installé les Mvok Zambo. Voilà, les Mvok Zambo s'installent donc à ce niveau. Et plus loin, les Mvok Mba qui était aussi leur frère. Voilà, il va s'installer. Il y avait aussi Ngaba à l'intérieur là-bas, un autre embranchement du côté gauche, va s'installer les Mvok Ngaba. Là, je suis au département de la Moufouafamba. Famba. Voilà, les Mvok Ngaba vont s'installer. Mais il se trouvait donc à l'installation de ces peuples benus. Voilà. Les peuples benus avaient ce qu'on appelle les esclaves. Les esclaves, le Fang Betibou l'appelle Bolor au pluriel et au singulier Ouloa. Donc ils avaient donc ces esclaves qui partout où ils étaient, vous allez voir aujourd'hui, vous allez voir que partout où Mvogamouk est installé, vous allez voir à côté de lui, il y a ce qu'on appelle Yemusum. Le Yemusum. Il y a le Mvog Bilok. Il y a le Mvog Bilok. Il y a également le Inkui. C'est-à-dire, c'est des petites maisons, des sous-clans, je ne veux pas dire des clans un peu plus tertiaires, c'est-à-dire minoritaires, qui n'ont pas plus créé. On les appelle enfants de Tiboulou et Mbon, c'est-à-dire n'ont pas plus créé. Voilà. Leur installation a toujours été faite de façon décidée et décidable par les peuples, les Voramour, les peuples benus. Voilà, donc ils sont un peu de partout. Ça, vous allez voir comme ici, en Congo, vous allez voir les Mvorbelok près du Sétique, donc Congo. Voilà, et vous allez voir les Mvorbelok. Vous allez voir à la montée du lycée d'Abangla, vous allez voir, il y a 3 maisons de Yemusum. 3 maisons de Yemusum. Bon, pour un bon traditionnaliste, un bon culturaliste, il n'est pas conseillé de... Bon, pour moi, chercheur, moi, je ne peux pas m'hasarder à épouser une Yemusum.
Vous voyez, ils sont ancrés au cœur même des Mvogamouk. Exactement. Donc voilà à peu près. Et qu'est devenu Eton Betty? Il faut dire, madame, monsieur, chers téléspectateurs, ça c'est une émission pour ceux qui connaissent bien la cartographie du centre et les différents découpages ethniques, parce que beaucoup qui sont à l'extérieur vont se poser la question de savoir, non, on ne comprend absolument rien. Il est important de temps en temps d'entrer dans les arcanes de la culture. Ça permet, n'est-ce pas, non seulement de connaître d'où on vient, qui on est, et puis même sur le plan linguistique, la langue que nous parlons et à quoi est-ce que ça renvoie, c'est très important. Et qu'est devenu Eton Betty, par exemple? Voilà, Eton Betty, après la traversée, ils sont bel et bien là. Donc, Eton Betty, ils ont occupé des territoires, beaucoup de territoires dans le territoire tout azimut de la Liquier, en dépit des Manguissa qui partagent avec ces territoires. Ça, vous voyez, dans le découpage administratif des départements, dans la région du centre, vous allez voir que c'est l'un des départements les plus vastes dans le département du centre. Ils sont peuplés. La Liquier. Voilà, la Liquier. Ils sont peuplés. Donc, les Etones se sont installés, comme je vous disais tout à l'heure, qu'ils partagent les départements avec les Manguissa. Parce que lorsqu'ils sont même ensemble, il faut vraiment être quelqu'un qui maîtrise les rouages généalogiques pour connaître que ça c'est un Manguissa, ça c'est un Eton. Parce que c'est seulement la Sam Nanga voilà. qui les sépare. Voilà, et qui est même également, cette Sanagala est même également leur, cette Sanagala est leur, comment je veux dire, leur... un repère. Non, pas un repère, je voulais dire un vivier. Voilà, c'était un vivier économique pour eux. Voilà, c'était un vivier. Parce qu'ils font de la pêche. Parce qu'ils font de la pêche. Ils creusent également du sable. Du sable, voilà, qui rentre dans les activités économiques. Dans les activités économiques. Donc, ces peuples étonnent là. Manguissa étonne là parce qu'ils sont un peu confondus. Ils sont installés dans ce département. Et vous allez voir, ils ont aussi les Mvok comme ici. Ils ont les Esselais, les Mvokani, les Mvok Namieux. Ils ont aussi beaucoup de... Dans la Liquier. Dans la Liquier, oui, dans la Liquier. Donc il y a les Esselais, il y a les Mvokani. Ils sont tellement... ils ont aussi formé une pléthore de clans là-bas. Oui, avec des ancêtres. Et voilà comment ils se sont aussi installés. De leur côté, Eton Betty s'est installé de ce côté-là et qui est aussi beaucoup plus procréé. Voilà, son espèce a beaucoup plus pérennisé. Vous les voyez même du côté même, ils sont même du côté de Yaoundé. Ils sont même du côté de Yaoundé parce que vous allez voir, vous allez à Nkolbisson là, vous allez trouver les Etones. Voilà, vous êtes là au Lembe. Au Lembe, c'est beaucoup plus les Etones même qui sont là-bas. C'est beaucoup plus les Etones, Nyomde et autres. Donc les environs de Yaoundé du côté là ne sont que des Etones en dépit du département propre à eux. Exactement. Donc c'est ça. Voilà, dans le cadre de ta recherche, parce que tu es anthropologue, est-ce que tu as rencontré les chefs traditionnels de ces différents villages-là? Et si oui, t'ont-ils apporté des informations qui t'ont aidé dans ta recherche? Parce que je rappelle que tu as soutenu un master 2 en... Oui, le 10 août, en essai rapport de parenté sur les Mvogamouk. Une contribution, je faisais une contribution en anthropologie culturelle dans ces travaux. D'accord, le cas des chefs. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne connaissent même pas l'histoire, mais ils sont chefs. Qui ne connaissent pas l'histoire, j'ai constaté ça au cours de mes recherches. Bon, vous savez, le chercheur est celui-là que... Parce que beaucoup de personnes confondent ce qu'on appelle la recherche. Voilà. Un chercheur, lorsqu'un chercheur va se déploie pour une recherche quelconque d'un fait, ce n'est pas parce que peut-être il ignore ce qu'il recherche. Voilà. C'est peut-être parce qu'il veut aller au-delà, c'est-à-dire il va aller au-delà de
cette recherche. Voilà. Lorsque je faisais mes recherches, j'ai contacté beaucoup de chefs traditionnels, beaucoup de garants de tradition. Les Fangbeti les appellent les hommes-lots. Les hommes-lots, beaucoup de garants de tradition. Et observer aussi, parce que vous savez, l'anthropologue est un observateur au premier plan. Il faut d'abord observer. Il y a des faits qu'il faut participer pour connaître, pour atteindre à l'existence du fait réel dont on recherche. Il faut également être quelqu'un de, c'est-à-dire quelqu'un de curieux. Voilà, il faut être quelqu'un de curieux. À propos des chefs traditionnels, j'ai travaillé avec les chefs de 2e degré, les chefs de 3e degré. Vous savez, comme ici, nous n'avons pas de canton. Voilà, nous n'avons pas de canton. Donc, les chefferies traditionnelles, les bêtises se limitent beaucoup plus au 2e degré. Voilà, les groupements, ce qu'on appelle, l'anthropologie appelle les groupements. Voilà. Donc, est-ce qu'ils t'ont apporté des informations qui t'ont aidé dans le cadre de ta recherche? Voilà. Beaucoup d'informations pour ceux qui maîtrisaient. Pour ceux qui maîtrisaient, voilà. La connaissance de ces chefs traditionnels pour ce que j'ai jugé utile, voilà, a été non seulement pour moi scientifique, mais aussi quintessante sur le plan traditionnel, et une certaine maîtrise, parce que je discutais avec la dame chef traditionnelle de Biombani, voilà, qui est quelques garants de tradition, parce qu'il m'était très complexe dans ma recherche que, mais comment les Voramouk sont connus d'un ancêtre commun, voilà, mais comment une Voronsep de Biombani épouse un vrai Kobona de Nkongwa, mais c'est problématique. Alors, et pourtant, l'ancêtre, il n'y a jamais eu d'éclatement quelconque. Quelconques éclatements comme les Ewondo l'ont fait. Les Ewondo l'ont fait, les Etenga, voisins des Ewondo l'ont fait. Voilà, ils se marient en famille. Les Ewondo se marient en sous-clan. Comme on disait tout à l'heure, l'on va épouser. D'où la thèse que tu as soutenue, l'inceste. Voilà, l'inceste et le rapport de parenté chez les Mvoramouk. Mais en réalité, lorsque je parle de Mvoramouk, de Nkongwa, je voudrais parler en réalité des bêtises tout azimut. Mais comme la recherche scientifique demande beaucoup de moyens, vous voyez, parce que ce qui est connu chez les Mvoramouk, est connu chez le Mvorzang, est connu chez le Mbidambani, est connu. Vous voyez un peu, parce que nous tous nous sommes des bêtises. Nous sommes unis à une culture, à une tradition, même s'il y a des petites diversités, voilà, même s'il y a des petits éléments, des petits artefacts qui ne sont pas compatibles à la culture tout azimut. Donc voilà. Et j'ai constaté, ces chefs-là, comme je vous parlais de Biombani, ils m'ont fait comprendre que le Mvoramouk, en se déployant du côté de Longayad là-bas, n'était plus considéré sous l'appellation du premier clan, comme Mvoramouk. Vous voyez un peu, lorsqu'il a traversé, vous savez que Amgoubana a engendré 21 enfants. Je crois, 4 sont décédés, 3 sont décédés, 18 ont procréé. Et ceux qui sont partis tôt, hommage à eux, n'ont pas procréé. Vous voyez, c'est ça que vous voyez au sein d'un Mvoramouk, vous allez voir Ekobena, Sereya, Mvoronsek, Ekobena, Angonua, qui ne sont que, je crois, une maison. Ils ne sont qu'une maison. Vous allez voir Edamoyon. Moi, je suis un Voreda à l'intérieur des Mvoramouk. Vous allez voir Edamoyon. Vous allez voir un Koussereya, un Voronkou.
Donc, il y a tellement... Et lorsqu'ils ont traversé la rive du Nyong, ils sont allés de l'autre côté, l'appellation a changé. L'appellation a changé au fil du temps. Ce n'est plus Mvoramou. Chez eux, ils parlaient de Mvok. Donc, le sous-clan est devenu le clan. Vous voyez un peu l'évolutionnisme, comment la théorie de l'évolutionnisme, voilà, la théorie du structuralisme et du culturalisme s'applique, voilà, à cette loi onomastique du sous-clan qui est devenu le clan. Ça veut dire que quand vous comprenez un peu de façon scientifique, ça a évolué. Ça a évolué. Donc, et ils ont évolué. Nous, d'ici, nous n'avons pas évolué. Vous voyez un peu. Voilà. Et maintenant, après cette évolution, il leur a été organisé une sorte d'éclatement là-bas. C'est-à-dire que l'on peut épouser le de là-bas. Or, en réalité, le Mvoramoudonkongo a gardé, c'est-à-dire le Mvoramoud d'ici, a gardé cette valeur négro-ancestrale. Cette valeur négro-ancestrale léguée par l'ancêtre qui est parti sans recommandation de se marier. C'est vrai que les garants de tradition peuvent s'asseoir, ils peuvent changer ça puisque avec le monde que nous vivons, le village planétaire que nous vivons aujourd'hui, rien n'est plus, tout est maintenant dynamique. Voilà, tout est maintenant dynamique pour changer dans la mesure du possible. Donc, voilà à peu près... D'accord. Alors, pour sortir définitivement de l'émission, as-tu un message à adresser au peuple béti qui ne maîtrise pas son histoire, comme la plupart des peuples au Cameroun et même en Afrique? Beaucoup ne maîtrisent pas leur histoire. Alors, quel est le message que tu peux transmettre aujourd'hui au peuple béti entier? En fait, le peuple béti comme... en fait, je vais dire le peuple Fang, Béti Boulot. Oui, le peuple Fang, Béti Benanga, disons le peuple Béti Benanga. Voilà, ça englobe tous ces gens-là. Toute la grande famille. La grande famille, même comme il y a d'un côté, il y a les Ekang. Voilà, les Ekang qui... Les Fang Béti Boulou sont dans le grand peuple Ekang. Voilà, ça c'est une petite précision que je voudrais apporter aux téléspectateurs. Bon, ce que je dis comme un artiste a si bel et bien chanté que mon peuple périt faute de connaissances. Oui, les Africains ont un problème de lecture. Ils ont un problème de lecture. Les Africains ne veulent plus rentrer à leur source. Et ce problème-là, ça fait la pauvreté de l'Afrique. Ça rend les Africains très pauvres parce que, souvenez-vous, de la médiocrité à l'excellence, jalon 1, le professeur Ebenezer Ndjumwele parle de la liberté, libertinage. Voilà. Il parle de la pauvreté mentale, la pauvreté esprit, qu'il exclut définitivement de la liberté, chose qu'il considère à Spinoza. Spinoza a décrit la liberté chose. La liberté voilà, chose, exactement. Voilà, qu'il définissait que l'homme doit être libre, l'homme est libre même s'il est dans les chaînes et tout. Mais non, pour l'Africain, ce n'est pas ça. L'Africain est né dans la tradition, dans la culture, voilà, dans les us, dans ses coutumes. Voilà. Maintenant, comment accepter, comment béatifier une culture qui n'est pas la nôtre, en excluant totalement nos racines? C'est un problème, ça c'est le premier problème que j'invite souvent les Africains. J'invite à cet éveil de conscience. Donc, et en dépit de ça, il faut que les Africains rentrent également dans comment je vais appeler ça, dans les récits de vie. Les récits de vie, c'est-à-dire, Monsieur Nyamsi, je sais que vous êtes une personne de bonne moralité traditionnellement, culturellement. Et de temps en temps, moi, jeune chercheur, je me dois de vous approcher en tout temps et en tout lieu pour apprendre ce qui est de la culture, ce qui est de la tradition us et autres. Ça, c'est ce qu'on appelle
le retour aux sources. Source. Voilà, ça c'est le retour aux sources. Il faut que j'apprenne afin de connaître. Et maintenant, lorsque je connais, je peux maintenant amorcer au dépassement de la limite de ce qui est construit comme un certain nombre de valeurs, ce qu'on appelle les prémices en sciences. Voilà, ce qu'on appelle les prémices en sciences. Et là, je serai à mesure de connaître que tel qui est devant moi est un bon culturaliste, tel qui est devant moi n'est pas un bon culturaliste. Or, ce qui est généralement connu aujourd'hui, c'est l'emprunt culturel. L'emprunt culturel, c'est-à-dire on fait dos à nos sources pour emprunter ce qui est de l'hellénisme. Voilà, ce qui est de l'hellénisme, la culture des autres. Donc, je fais vraiment un grand appel aux Africains de rentrer à leurs sources à travers les récits de vie, les chants édifices. Voilà, et par exemple, si je demandais à un téléspectateur de nous parler du phénomène des griots, il n'allait pas me dire. Voilà, donc dans la culture bantou, ce sont ces griots même qui étaient des grands pasteurs qui véhiculaient la culture à travers le chant du Mvet. Voilà, à travers le chant du Mvet. Donc, on a oublié toutes ces choses. Maintenant, aujourd'hui, on suit la guitare à la batterie, voilà, et tout. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup, jeune frère Bélibi, anthropologue, d'être venu pour ce premier acte. Il est difficile, n'est-ce pas, de tout dire en une seule émission. On reviendra très certainement également pour parler des peuples du Grassfield, communément appelés la 9e tribu d'Israël, les Bamileke, parce qu'ils sont des très grands travailleurs. Mais est-ce que l'histoire de Béti Nanga est écrite et consignée dans un ouvrage que si un jeune Béti écoutait cette émission et décidait de connaître son histoire, pouvait s'en référer? Très bien, monsieur Yamsi, vous savez, les Africains ont, il y a les marques, très significatives, symboliques et véhiculant la tradition africaine. Parce que dire négro là, c'est une forme de pétulance, d'injure pétulante. Voilà, d'autoflagellation. D'autoflagellation des cultures africaines. Donc la culture africaine est bel et bien écrite. Parce que dans mes lectures, j'ai même constaté que certains blancs, certains occidentaux sont arrivés au Cameroun qui ont fait des décennies. Puisque lorsque ce matin, j'ai quitté sur les Seigneurs de la Forêt et c'est sur le passé historique, voilà, des peuples bantous. Voilà, ça c'est Philippe Labule Tolra. Il a fait au Cameroun 30 ans. Il a exploré la zone des Bantous, des grands lacs, toute l'Afrique, de l'Afrique bantou noire. Voilà. Il était installé au Cameroun pendant ces 30 ans dans le village de Milaba. Milaba est là, sur la route de Bolova. Ceux qui connaissent, chers téléspectateurs, au niveau de Mungeme. Voilà, vous prenez l'embranchement à gauche en allant vers Ebolova. Donc, c'est là où Milaba. Il a fait 30 ans. Peut-être au cours de notre aventure, vous allez explorer ce document qui est très riche. En dépit de l'adulte Torah qui fait un essai sur le passé historique, c'est-à-dire tout ce que je vous décrivais là tout à l'heure est bel et bien consigné dans ce document, et c'est un grand ouvrage. C'est un occidental qui a écrit, mais c'est un grand ouvrage à titre d'honnêteté intellectuelle. Voilà. Maintenant, il y a également Henri Ngouamoyong, grand professeur, grand illustre professeur du regretté mémoire, Henri Ngouamoyong, un néondo de souche pure d'Akono. Voilà, il a également écrit les Bétis et leurs tribus apparentées. C'est un ouvrage très riche et quintessent sur le plan de la description des cultures bantoues.
Voilà, sur le plan des cultures bantou. Il y a également l'abbé Agnanois. L'abbé Agnanois qui a également écrit beaucoup d'articles sur la culture bantou. Il y a le docteur Bingono, il y a Bingono. Bingono, oui. Voilà, il y a tellement il y a tellement d'écrits sur la culture bantou et la culture africaine tout azimut. D'accord. Voilà. Voilà, madame, messieurs, chers téléspectateurs, les frères et sœurs Betty, maman et papa, vous pouvez dépoussiérer ces ouvrages-là et les écumer afin de faire une étude comparée, même plus tard, pour être fixé véritablement sur l'histoire authentique du peuple Betty. Merci, jeunes frères, c'était une grande première. On va travailler davantage et puis on va se retrouver de nouveau ici pour explorer davantage, n'est-ce pas, les sujets de ta thèse. Merci d'être venu. Ok, merci Monsieur Yamsi, merci, je suis très heureux pour m'avoir invité sur votre plateau pour le décryptage des cultures et traditions des peuples Betty. Une fois de plus, je salue nos téléspectateurs. Au revoir et à bientôt pour l'autre page de l'émission. Je vous remercie. Voilà. Au terme de ce voyage au cœur des origines bantoues et de l'histoire du peuple Betty, nous comprenons une chose essentielle. Notre identité n'est pas un hasard, mais l'héritage d'une longue marche, d'une mémoire, d'une organisation et d'une sagesse patiemment transmise. Des premières expansions bantoues jusqu'aux installations Betty autour de la Sanaga, de la Lekié et de la région de Yaoundé. Nous avons revisité les chemins qui continuent de vivre en nous à travers nos langues, nos coutumes, nos valeurs et notre manière de nous relier au monde. Redécouvrir cette histoire, c'est se réapproprier notre place, notre dignité et notre continuité. Et c'est aussi rappeler que chaque peuple porte en lui une lumière qu'aucun temps, qu'aucune frontière et aucune modernité ne peut effacer. Merci une fois de plus au frère Bilibi pour la clarté de son regard. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre présence et votre écoute. Et surtout, merci aux ancêtres dont la route continue en nous. À très bientôt pour un nouvel épisode de Sagesse Kamit, là où la connaissance élève et où la mémoire libère. Trois Frotep et à très bientôt.